Tout d'abord, cette idée d'entreprise contributive, c'est pas nouveau. Moi, j'ai souvent l'habitude de citer Henry Ford qui disait que, et c'est les années 20, il disait « Une entreprise qui ne fait pas de profit, elle meurt ». Mais rajoutait-il, une entreprise qui se contenterait de faire du profit, elle meurt aussi, parce qu'elle n'a pas de raison d'être. Et c'est vrai que j'ai un patron, comme vous le soulignez, Florent Menegaux, notre nouveau président, qui dit « Je ne sais pas dans quel délai, dans 5, 10, 15 ans, mais une entreprise à ce moment-là qui ne sera pas durable n'existera pas, ne pourra pas exister. » Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on s'est posé nous-mêmes, mais c'est finalement quoi une entreprise durable? Et on a simplifié, c'est-à-dire on a dit c'est une entreprise qui est capable de créer de la valeur financière, créer de la valeur pour les hommes, les femmes, et aussi créer de la valeur pour la planète. Je dis bien créer de la valeur au même niveau, j'ai bien aimé ce qui a été dit précédemment, c'est pas je ne fais pas du profit en respectant la planète et en respectant les individus, non. Je veux être performant dans ma création de valeur au niveau de la finance, mais au niveau de l'environnement et au niveau des hommes. Et ça, c'est un point fondamental. Et ce qu'on a essayé de traduire au sein de l'entreprise par le principe du « et », c'est Profit, People et Planet. Et ce principe-là, il est clé parce qu'il remplace un fameux paradigme qui est connu chez les gens du marketing et de la recherche, souvent, qui est de dire un produit où il est plus performant, mais il est plus cher, ou salaire contre dividende, etc., etc. On pense que ce paradigme-là, il est à abandonner. La chance qu'on a dans notre entreprise, on a déjà une approche qui fonctionne un peu comme ça, qu'on appelle Michelin Solutions. Michelin Solutions, ça consiste en quoi? Ça consiste, au lieu de vendre un produit, c'est de vendre directement au client ce qui l'intéresse. C'est-à-dire, vous êtes transporteur, ce qui vous intéresse, c'est les kilomètres parcourus. Vous êtes cimentier, ce qui vous intéresse, c'est les tonnes transportées. Vous êtes compagnie d'aviation, ce qui vous intéresse, c'est le nombre d'atterrissages. Et donc, au lieu de vendre des produits, on va effectivement vendre du kilomètre, de la tonne, du nombre d'atterrissages. Et ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que quand on s'améliore, tout le monde est gagnant. Si je mets moins de pneus pour faire 100 km, le client est gagnant parce qu'il y a moins d'arrêts, donc il augmente sa productivité. Nous, Michelin, on est gagnant parce qu'à ce moment-là, on met moins de pneus, donc on va augmenter notre marge. Mais la société civile est aussi gagnante parce que si on met moins de pneus, ça veut dire qu'il y a moins d'usure, il y a moins de CO2 dans l'atmosphère. Alors quand je raconte l'histoire comme ça, c'est super. On se dit, c'est génial, le concept, etc., etc. Dans la réalité, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins facile à implanter que ça. Pourquoi? D'abord, une des premières raisons, c'est que vous n'arrivez pas à tout monétiser. C'est-à-dire que quand vous proposez à un client de diminuer ses émissions de CO2, c'est pas immédiat de proposer un coût par rapport à ça. C'est pas facile non plus de changer de business model quand vous avez des gens qui sont habitués à vendre des pneus. Pas facile d'autant plus, c'est que quand vous vendez un pneu, vous encaissez votre marge immédiatement, alors que quand vous vous engagez jusqu'au bout de la vie de votre produit, c'est au bout de la vie du produit que vous saurez la marge que vous avez faite. Pas facile non plus parce que les gens, ça nécessite un nouveau type de formation, etc. Ce qui m'amène à dire qu'on sait que c'est là vers lequel on veut aller, c'est cette étoile polaire. Mais par rapport à ce que disait Bertrand tout à l'heure de Carrefour, pour nous, on pense que c'est pas immédiat. Cette transformation, elle doit se vivre, elle nécessite du temps. Alors je voudrais passer les minutes qui me restent, les 2 ou 3 minutes qui me restent, à donner des exemples pour conduire cette transformation. La première chose, c'est faire rêver les gens. Nous, le groupe Michelin, on est 140 000 personnes, dont 100 000 qui sont des cols bleus, qui vivent hors de France, etc. Et pour faire rêver ces gens, ce qu'on a créé, on a créé un pneu qu'on appelait le pneu Vision, qui est un pneu merveilleux. Je ne sais pas s'il existera un jour, mais il porte ce rêve. Pourquoi? Parce que c'est un pneu qui s'adapte complètement à toutes les formes de route. C'est un pneu qui se recharge régulièrement. C'est un pneu qui est connecté. C'est un pneu qui est fait en matière biosourcée. Et c'est un pneu qui est complètement recyclable. Et on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a fait des objets qu'on a présentés à nos clients, fournisseurs, qu'on a présentés à tous nos employés, et tout le monde était content parce que enfin on pouvait savoir ce que c'était. Et ça, c'est le point de départ pour cette transformation, si on veut aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers un principe du « et », c'est-à-dire de s'assurer qu'on va créer de la valeur pour tous, au niveau de la finance, au niveau de l'environnement et au niveau des personnes.
La deuxième chose qu'on a fait, c'est arriver à concerner de façon extrêmement forte toutes les personnes, toutes les lignes business. Et pour ça, on leur a dit, de façon très simple, messieurs, mesdames, tout nouveau produit devait être meilleur en termes de mobilité durable. Et pour ce faire, on a défini extrêmement précisément ce qu'était la mobilité durable avec 4 piliers, la sécurité, l'efficience, l'accessibilité et puis le côté environnemental. Et on l'a fait pour s'assurer que ces 4 éléments soient bien mis dans les cahiers des charges et que de facto, ce dont on avait parlé, qui était ce principe du « et », va apparaître et va être présent et va se traduire année après année dans chaque nouveau produit. Et la troisième chose, c'est que si vous voulez qu'une transformation soit là, il faut aussi qu'il y ait des indicateurs. Et on a commencé par l'industrie. L'industrie, traditionnellement, avait des indicateurs sur le prix de revient, etc. On leur a dit maintenant, à côté de votre indicateur sur le prix de revient, vous allez avoir un indicateur sur l'environnement, qui est un indicateur composite, qui intègre 6 critères, le CO2, l'énergie, les COV, les composés organico-volatiles, les déchets qu'on peut recycler, ceux qu'on ne peut pas recycler, et l'eau. Et cet indicateur, vous allez avoir une cible, et cette cible, vous allez pouvoir la décliner au niveau de chacune des usines. Et ce qui est très important, et c'est pour ça qu'on a fait un indicateur composite, c'est que chaque usine peut targeter ou peut travailler sur le sous-indicateur qui est le plus pertinent pour lui. Typiquement, vous êtes à Chennai, c'est une zone de stress hydrique, la priorité c'est l'eau. Et ça c'est important parce que là, en faisant ça, on fait comprendre aux gens, effectivement, que le « et », il est là, il est vrai. Vous travaillez sur l'indicateur de performance économique au travers du CRI, du coût de revient, mais vous travaillez sur votre performance environnementale au travers de cet outil composite. Et puis mon dernier point, il est aussi fondamental de faire vivre aux gens l'expérience. Alors, c'est ma fameuse histoire du gazon. On a un siège social à Clermont-Ferrand qui a, effectivement, entre les bâtiments, un magnifique gazon. Et on s'est posé la question, il y a 1 an, de se dire, il y a 2 ans, 1 an et demi, de se dire, mais ce gazon, ça ne va pas. On l'arrose tous les jours, on le coupe tous les 8 jours, et on a décidé d'arrêter d'avoir du gazon, et on a remplacé le gazon par les plantes vivaces, par des plantes locales, etc. C'est très pratique parce qu'on n'a plus besoin d'arroser, et on a besoin de faucher que 2 fois par an. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est très beau au printemps, puisque vous avez les fleurs, etc. Vous avez en même temps qui arrivent les insectes, les oiseaux. Mais c'est moins beau l'hiver, puisque vous avez une espèce de broussaille qui... Et là, vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un employé Michelin sur 2 qui est venu nous voir, qui dit « c'est super ce que vous avez fait, etc. » Mais j'en ai 1 sur 2 qui est venu nous voir en disant « c'est une honte pour un siège social d'avoir cette espèce de truc ». Et nous, ce qui nous a frappé, c'est 2 choses. C'est d'abord que quand on a annoncé le principe du « et » à tout le monde sur les grands sujets, etc., personne n'a moufté. Par contre, quand on s'est attaqué à la pelouse, donc il y a 4000 personnes sur le siège, là, les réactions ont été extrêmement fortes. Et c'est vrai qu'on a compris. Parce que quand on a creusé, en fait, les gens qui nous ont critiqués, c'est que tous les gens qui sont venus nous voir, ils ont tous une pelouse chez eux. C'est-à-dire que ce qu'on a attaqué en attaquant la pelouse de Michelin, c'est pas simplement le modèle Michelin, mais aussi le modèle de la personne en face. Et c'est pour ça que, et c'est un peu ma conclusion, c'est que passer en entreprise contributive, ça se fait par les grandes décisions, etc. Mais vous êtes obligé aussi d'emmener les individus. Et il ne faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça que nous, responsables de la RSE, on a un rôle extrêmement fort. Bien sûr que les process vont se mettre en place, mais on a un rôle extrêmement fort de gardien du temple. Vous ne pouvez pas laisser les choses dériver. C'est-à-dire, moi je prends l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, quand quelqu'un me dit je vais faire du profit en respectant par exemple la performance environnementale, tout de suite j'interviens, je dis ce n'est pas ça qu'on a dit. Ce sur quoi on s'est engagé, c'est on fait de la création de valeur financière, on fait de la création de valeur de l'environnement, on fait de la création de valeur pour les employés ou les communautés locales. Ça c'est fondamental. La deuxième responsabilité qu'on a, c'est que quand vous voyez que ça tombe, c'est à nous, parce que peut-être on est plus porté, de remettre un petit coup de gaz, d'envie, parce qu'effectivement, chaque fois qu'il se passe et qu'on teste quelque chose, ça ne marche pas forcément toujours. Et c'est vrai que c'est aussi notre responsabilité d'avoir cette présence pour effectivement faire que les projets avancent.
Et puis la dernière chose, et je pense que c'est le dernier rôle, c'est aussi notre rôle, chaque fois que quelque chose se passe de bien, de remercier la personne le plus publiquement possible, parce que là, vous êtes sûr, le lendemain, d'avoir un fort ambassadeur. Merci.